Hello, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur Actualia Tech, on va vous parler de la sortie du noyau du kernel Linux, la version 7.2, un noyau plus malin, des fichiers plus rapides et une belle dose de ménage. Alors attention, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce qu'il y a du lourd. Le noyau Linux continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Et cette nouvelle version 7.2 ne fait clairement pas que corriger deux ou trois bugs par-ci par-là dans son coin. Cette fois, les développeurs ont mis les bouchées doubles, avec pas mal d'améliorations concernant les performances, la gestion de la mémoire, les systèmes de fichiers, les pilotes matériels, et même la manière dont le noyau répartit les tâches entre les différents cœurs de nos processeurs, et en plus, ça rime. Vous savez, j'adore faire des rimes dans les vidéos, même si je le dis pas à chaque fois. Et derrière tout ça, il y a également un chiffre assez intéressant. Plus de 2100 contributeurs individuels ont participé au développement de cette version sur environ 9 semaines. Autrement dit, le noyau Linux reste une sacrée machine collective. Et forcément, en 2026, impossible de passer à côté d'un autre sujet, l'intelligence artificielle ou l'IA pour les intimes. L'analyse des commits réalisée par LWN indique qu'environ 5% des changements de Linux 7.2 portent une mention du type assisté par, ce qui montre que l'IA commence bel et bien à faire son apparition dans le processus de développement du noyau. Est-ce une bonne chose ou pas? À vous de me le dire. Mais rassurez-vous, Linux 7.2 ne s'est pas contenté d'ajouter du code. Il en a aussi supprimé une bonne quantité. Plus de 13 000 lignes. Ça vous parle? Consacrées à l'émulation des anciens processeurs, style i486, disparaissent ainsi du noyau. Le pilote d'une vieille carte graphique Hercule, datant de plusieurs décennies, passe également la trappe, tout comme AppleTalk et certains anciens pilotes ISA et PC MCIA ArcNet. Bref, Linux 7.2 fait du ménage dans le grenier. Et franchement, personne ne va pleurer la disparition de la technologie que la plupart d'entre nous n'ont jamais utilisée ou ont utilisé, mais ça fait tellement longtemps. Si vous possédez encore une machine ayant besoin de ces vieilleries, eh bien, vous avez toujours la possibilité de rester sur une version précédente du noyau. Voilà. Mais je pense que si vous installez le 7.2, c'est que vous avez une machine récente. Faut pas se leurrer. Un planificateur qui commence enfin à regarder le cache. Oui, parce que les amis, l'une des nouveautés les plus intéressantes de Linux 7.2, eh bien, se trouve dans le planificateur de tâches. Alors, on va essayer de faire simple. Le planificateur est chargé de décider quelle tâche doit être exécutée sur quel cœur du processeur et surtout à quel moment. Voilà, tout simplement. Jusqu'à présent, cette mécanique pouvait répartir les tâches entre les différents cœurs sans toujours prendre suffisamment en compte la manière dont ceux-ci partagent leur mémoire cache. Et maintenant, avec Linux 7.2, le planificateur devient davantage conscient de la topologie du cache. En fait, l'idée est assez simple. Lorsque plusieurs threads appartiennent au même processus, le noyau peut essayer de les placer sur des cœurs qui partagent un cache. Alors, pourquoi est-ce intéressant, vous allez me dire? Je vous sens venir. Parce que, tout simplement, les processeurs modernes sont devenus extrêmement complexes. Entre les différents niveaux de cache, les groupes de cœurs et les architectures hybrides ou à plusieurs domaines, déplacer une tâche d'un cœur à l'autre n'est pas forcément gratuit. Voilà, tout simplement.
C'est vrai que vous avez des processeurs maintenant avec des cœurs efficients, économie d'énergie et tout, etc. Si deux threads travaillent constamment sur les mêmes données, les envoyer sur des cœurs qui ne partagent pas le même cache peuvent provoquer ce qu'on appelle un rebond du cache. Voilà. Les données doivent alors être récupérées ou synchronisées, ce qui ajoute du travail et peut augmenter la latence, ce qui peut être problématique dans certains cas. Linux 7.2 cherche donc à limiter cette problématique, ce phénomène. Le noyau dispose toutefois de garde-fous. Et oui, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de coller toutes les tâches d'un programme sur les mêmes cœurs et de laisser les autres, se la couler douce, prendre de la poussière. Des limites, donc, empêchent notamment un processus de monopoliser complètement un domaine de cache. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. J'espère que c'est simple pour vous. Les processeurs AMD et Intel disposant de plusieurs domaines de cache devraient être parmi les principaux bénéficiaires de cette évolution. Ouais, ça peut être sympa. Bon, quand faut savoir aussi que les processeurs AMD et Intel, c'est les principaux processeurs que vous trouvez dans vos machines. Maintenant, attention, ne vous attendez pas à allumer votre PC après l'installation de ce fameux noyau Linux 7.2 et avoir l'impression d'être passé d'un Ryzen 5 à un Ryzen 9. Faut pas exagérer non plus. Le gain dépendra énormément du processeur utilisé et surtout du type de tâche effectuée. Pour certaines charges lourdes et fortement parallélisées, l'amélioration pourrait être intéressante. Pour votre navigateur web, votre traitement de texte ou pour visionner tout simplement des vidéos, la différence risque d'être beaucoup, mais beaucoup moins spectaculaire. Tout dépend de ce que vous faites avec votre PC. Mais bon, il y a des améliorations, et ça, c'est quand même bien sympathique. Le kernel, le noyau Linux 7.2 apporte une modification du verrouillage utilisé lors des écritures dans ces tubes. Le verrou est conservé moins longtemps, ce qui permet de réduire les blocages lorsque plusieurs opérations sont effectuées simultanément. Et là, les résultats annoncés sont plutôt intéressants dans certaines situations. Oui, parce que, je veux dire, toutes les applications n'utilisent pas ces nouvelles améliorations. Les tests évoquent des gains de performance allant de 6, écoutez bien, 6 à 28%, ainsi qu'une diminution de la latente d'écriture pouvant atteindre 5 à 22%, selon ce que vous faites, selon les scénarios, bien évidemment. Évidemment, encore une fois, il faut éviter de transformer ces chiffres en Linux 7.2 et 28% plus rapide partout. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut que vous mettiez bien ça dans la tête. Ces gains concernent des situations particulières où les mécanismes de tube sont fortement sollicités. Votre utilisation quotidienne ne va probablement pas soudainement exploser en performance. Sinon, ça serait. Mais pour les serveurs, les scripts complexes, les outils systèmes et certaines charges de travail intensives, chaque petite optimisation finit par compter. Allez, côté justement optimisation et côté gestion, voici la gestion de la mémoire qui continue de progresser. Parce que ça aussi, c'est un autre chantier important, la mémoire. Et justement, le kernel Linux, vous voyez par là le noyau Linux 7.2, poursuit le travail autour de MGLRU, ou Multi-Generational List Recently Used. Derrière ce nom un peu barbare se cache un mécanisme chargé d'aider le noyau à déterminer quelles pages mémoire conserver et lesquelles peuvent être récupérées lorsque la RAM commence à manquer. Et forcément, plus cette mécanique est efficace, moins le système risque de partir dans tous les sens lorsque la mémoire devient tendue.
Et la gestion de la mémoire, on en veut toujours plus, car elle est actuellement très chère. Le kernel, vous voyez par là aussi le noyau, donc Linux 7.2 améliore notamment la boucle de récupération et la façon dont certaines pages modifiées sont réécrites. Les résultats annoncés sont particulièrement intéressants sur certaines charges serveurs. Dans les tests basés sur MongoDB et YCSB, une augmentation des performances pouvant atteindre environ 30% est rapportée dans certains scénarios. Je dis bien à chaque fois, dans certains cas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, tout dépend encore de l'utilisation. Encore une fois, il s'agit de résultats peut-être spécifiques et non d'un gain universel. Mais cela montre une chose, la gestion de la mémoire du noyau continue d'être travaillée en profondeur et ces optimisations peuvent avoir des conséquences très concrètes sur les applications dites lourdes qui demandent beaucoup de ressources à votre machine. Côté EXT4, ça continue son petit régime de minceur. Vous utilisez Ubuntu, vous utilisez Debian, Linux Mint ou une autre distribution utilisant encore EXT4, eh bien c'est pour vous. Alors cette partie vous concerne directement, oui, parce qu'il y a d'autres distributions qui utilisent d'autres systèmes de fichiers. Donc EXT4 bénéficie de plusieurs améliorations dans le noyau Linux 7.2, principalement orienté vers les performances. Et c'est pas pour nous déplaire. L'une d'elles concerne la validation rapide, tout simplement, du journal. Alors, c'est quoi ça encore, Seb? Eh bien, le but est de réduire certains conflits de verrouillage qui pouvaient apparaître lors d'une utilisation intensive du système de fichiers. Autrement dit, dans certaines situations où beaucoup d'opérations d'écriture sont effectuées simultanément, eh bien, EXT4 devrait mieux se comporter. Et c'est pas pour nous déplaire. Une autre amélioration concerne la couche IOMAP, également utilisée par XFS, cet autre système de fichiers. Dans certaines conditions très précises, notamment avec de petites lectures aléatoires, par exemple de 4 kg sur un SSD NVMe et avec IO Uring en mode polling, un gain d'environ 5% est annoncé. Vous allez me dire, 5%, c'est pas la panacée non plus, mais c'est toujours bon à prendre. C'est pas énorme, mais sur des milliers ou des millions d'opérations, eh bien ces quelques pourcents peuvent finir par représenter une différence appréciable. La recherche dans les répertoires bénéficie également d'une modification visant à traiter les données par bloc de 4 octets. Oui, l'objectif est là encore de rendre plus rapide la recherche de fichiers dans les dossiers contenant énormément d'éléments. C'est là où vous risquez de voir la différence. Donc non, le noyau Linux 7.2 ne transforme pas EXT4, ce système de fichiers, en système de fichiers supersonique, mais l'améliore tout simplement. Mais il continue de polir une technologie qui a déjà largement fait ses preuves, parce que EXT4, je veux dire, tout le monde le connaît. Mais certaines distributions utilisent BTRFS, et lui aussi continue de gagner en muscles. Et si vous êtes plutôt du côté de BTRFS, il y a également de bonnes nouvelles. Voilà, il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Le noyau Linux 7.2 active notamment par défaut les grands folios, et en plus ça rime, pour BTRFS. Alors, le principe est de pouvoir manipuler la mémoire par bloc plus important, ce qui permet de réduire certaines opérations et donc automatiquement eh bien, la surcharge du système. Cela peut notamment contribuer à améliorer les performances et le temps tout simplement d'initialisation. Autre changement important, les opérations d'entrée-sortie directe
ne sont plus exécutées systématiquement les unes après les autres. Dans certaines conditions, et c'est toujours là le truc, les performances d'écriture pourraient ainsi progresser jusqu'à 59%. Côté écriture séquentielle, les écritures séquentielles bénéficient également d'une amélioration annoncée autour de 15%, grâce notamment à de nouvelles limites concernant la taille des requêtes d'écriture. Là encore, les chiffres sont à prendre comme des résultats de benchmark et non comme une promesse faite à tous les utilisateurs et toutes les utilisations excusez-moi, que vous faites avec votre Linux. Mais BTRFS continue malgré tout, faut dire ce qui est, car il y a des bonnes choses, faut le dire. Donc, BTRFS continue clairement d'évoluer. EXFAT accélère sur les clés USB et les cartes SD. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Voilà une nouveauté beaucoup plus concrète pour monsieur et madame tout le monde. Oui, le système de fichiers EXFAT que l'on retrouve très souvent sur les clés USB, les cartes SD, les supports externes, même certains disques durs externes que vous pouvez passer comme ça et lire de Linux à Windows, bénéficient d'améliorations basées sur la couche YOMAP. Et certains tests sont plutôt impressionnants. Dans des conditions tout simplement de forte charge, les performances d'écriture peuvent progresser jusqu'à, écoutez bien, 87%. Attention. Cependant, cela ne signifie pas, évidemment, que votre clé USB va automatiquement écrire à 2 fois sa vitesse habituelle. Le débit final dépend toujours du support, du contrôleur USB, de la mémoire flash, du matériel et de la charge. Voilà, le noyau Linux ne fait pas tout. Mais pour les systèmes qui manipulent régulièrement beaucoup de données sur des supports EXFAT, cette évolution peut être intéressante. Côté NTFS, ça devient également plus sympathique. Vous savez, ce système de fichiers utilisé par Monsieur Microsoft Windows. Le noyau Linux 7.2 améliore également la gestion du système de fichiers NTFS. Le noyau prend notamment en charge les véritables liens symboliques Windows. Malgré tout, ça fait plaisir. Parce que ça vous permet quand même, quand vous êtes sur Linux et vous avez un dual boot, d'aller choper des données sur Windows pour les basculer donc sur votre Linux. Pourquoi pas? Un problème qui pouvait faire apparaître certains de ces liens comme des fichiers de taille nulle est également corrigé. La gestion des métadonnées bénéficie par ailleurs de corrections visant à réduire les risques de corruption. Ce n'est, oui, il faut dire ce qui est, pas forcément la nouveauté qui va faire bondir les utilisateurs de Linux au plafond, mais pour ceux qui jonglent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre un dual boot entre Windows et Linux, ce genre d'amélioration est toujours bon à prendre. Voilà. Quand il y a des bonnes petites améliorations aussi, faut le dire. Et côté super bonne amélioration, on va se pencher sur l'USB 4. Vous pouvez maintenant transférer directement des données entre deux machines. Voilà une nouveauté assez sympa, assez amusante, assez fun comme je dis, puisque le noyau Linux 7.2 introduit la prise en charge de l'USB 4 Stream. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Seb ? L'idée est simple. L'idée de pouvoir transférer directement des données entre deux appareils, deux PC donc, à travers un câble USB ou Thunderbolt compatible, sans devoir nécessairement mettre en place une connexion réseau classique. Vous avez un PC portable, vous avez un PC fixe, vous mettez un câble USB entre les deux, qui va bien, et automatiquement, vous transférez comme ça donc des fichiers. C'est pas mal. Le noyau crée notamment des périphériques comme /dev/tb streamx.
Les données peuvent ensuite être manipulées avec des outils classiques du monde de Linux, comme cat, echo ou dd. C'est typiquement le genre de fonctionnalité qui peut sembler, malgré tout, un peu exotique aujourd'hui, mais qui peuvent devenir particulièrement intéressantes sur les machines modernes équipées de ports USB 4 ou Thunderbolt. Bon, nous, on utilise Local Sound en passant par le réseau traditionnel pour s'échanger les fichiers de machine à machine. Voilà, donc /proc devient plus rapide. Linux dispose d'un système de fichiers virtuels appelé /proc. Vous le voyez régulièrement si vous utilisez des outils système ou si vous aimez mettre le nez dans les entrailles, dans de petits bidouilleurs de votre machine. Eh bien, le noyau Linux 7.2 optimise donc notamment /proc /file systems. Et c'est là où le truc, il n'y a pas que lui. Il y a aussi /proc /interrupts. Voilà, tout simplement. Dans le cas de /proc file systems, le noyau modifie la manière dont les informations sont tout simplement construites. Au lieu de refaire une partie du travail à chaque lecture, eh bien, certaines données peuvent être préparées à l'avance. Voilà, tout simplement. Les tests indiquent des gains pouvant atteindre 140% et même 444% lorsque 20 processus lisent simultanément le fichier. Encore une fois, vous ne verrez pas probablement votre bureau GNOME ou KDE Plasma s'envoler. Ce n'est que dans certains cas, dans certaines utilisations spécifiques. Mais les outils qui interrogent très régulièrement l'état du système peuvent profiter directement de ce genre d'optimisation. Il n'y a pas, donc, en fait, de petite optimisation. Les ordinateurs portables ne sont pas oubliés. Ah bah ça c'est sympa parce qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs portables maintenant que de fixes. Eh bien le noyau Linux 7.2 apporte également son lot de nouveautés du côté de nos amis qui utilisent des PC portables. Le pilote UniWheel, notamment utilisé sur des machines, par exemple Tuxedo Computer, gagne la gestion de certains modes de charge de batterie. Oui, parce que le support des appareils Microsoft Surface continue également de progresser, avec notamment la Surface Pro 12 pouces. 12 pouces, c'est un peu petit comme écran. Du côté de Lenovo, davantage de modèles, comme les Légion, peuvent utiliser les limites de charge de batterie via le pilote WMI. Ça tombe bien, j'ai un Lenovo Légion. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent préserver la batterie de leur ordinateur portable en évitant de la maintenir constamment à 100%. Oui, parce que c'est un tueur de batterie, ça. Si vous la chargez constamment à 100%, c'est-à-dire au maximum de ses possibilités, et si vous la laissez décharger à 0, il n'y a pas mieux pour tuer votre batterie. Donc HP, HyperX, Lenovo et Wacom aussi progressent. Le noyau Linux 7.2 ajoute notamment la prise en charge de la webcam AMD ISP4 du HP ZBook Ultra G1A. Plusieurs écrans tactiles, Wacom de la série W9000 bénéficie également de meilleurs supports du stylet. Ça c'est fun. Du côté audio, les microphones internes de certains ordinateurs portables gaming, HyperX Omen 16, équipés de Ryzen 7 ou Ryzen 9, fonctionnent désormais correctement. C'est cool ça. Des problèmes audio rencontrés sur certains Lenovo Yoga 7, Legion 7i sont également corrigés. Que du bonheur! Bref, ce n'est peut-être pas spectaculaire sur le papier, mais pour la personne qui possède tout simplement précisément l'une de ces machines, il faut penser à tout le monde, eh bien ça peut faire toute la différence entre tout fonctionne et pourquoi mon micro ne fonctionne pas toujours sur Linux. Dis-moi Seb. Et voilà. Et même
les vieux appareils Surface ont droit à un peu d'amour. Oh, c'est dire. Vous avez une vieille Surface RT qui traîne dans un tiroir depuis une éternité. Ouais, vous en avez encore de ces trucs-là? Eh bien, le noyau Linux 7.2 améliore encore son fonctionnement, en permettant notamment d'améliorer la capacité de la batterie et les informations de charge. Ça, c'est hyper important, la charge de votre batterie, les gars. Faites attention parce que ça, c'est comme ça que vous allez devoir remplacer rapidement une batterie. Une batterie, ça peut aller entre 30 et jusqu'à 100 euros. Hein, ça dépend les appareils. Alors oui, il faut probablement être un sacré collectionneur pour ressortir aujourd'hui une Surface RT de 2010. Mais bon, c'est aussi ça l'esprit Linux, donner une seconde vie à du matériel que les constructeurs ont depuis longtemps oublié. Et en parlant d'appareils, les Mac Apple Silicon continuent leur progression. Alors, c'est pas du matériel oublié, le matériel oublié de chez Monsieur Apple, ça, c'est récent. Autre évolution intéressante, le noyau Linux 7.2 peut désormais démarrer sur certains MacBook Pro, MacBook Air et iMac équipés d'une puce M3. Waouh, ça, c'est pas mal. Pour le moment, il faut cependant rester prudent. Le support reste très préliminaire et se limite notamment au mode console. Bon, c'est pas mal, mais c'est déjà moins fun. On est donc très loin de pouvoir remplacer macOS par une distribution Linux sur n'importe quel Mac M3 et de retrouver immédiatement toutes les fonctions matérielles. Mais ça avance petit à petit. Peut-être qu'un jour, on pourra booter directement sur une distribution Linux et l'installer sur ces nouvelles puces Apple ARM. Mais le fait que Linux puisse déjà démarrer sur cette génération, c'est quand même plutôt encourageant. Et cela montre que le projet Asahi Linux continue de faire avancer sérieusement le support des machines Apple Silicon. Vous voyez ces fameux Apple M1, M2, M3, M4 ARM. Les joueurs, oui, les gamers, les gamers d'entre vous bénéficient eux aussi de nouveautés. Oh, c'est sympa ça, Seb. Linux 7.2 ne laisse évidemment pas les périphériques gaming sur le bord de la route. La souris gaming rack d'Azig bénéficie notamment d'une meilleure prise en charge de ses boutons latéraux. Ouais, ça c'est le propre aux souris spéciales gaming. Il y a les boutons de partout. La DualSense Edge de Sony gagne également la prise en charge de ses boutons arrière. Le pilote de configuration One X Player intégré au noyau principal avec notamment une contribution de Monsieur Valve, c'est Steam, c'est le roi du gaming sur Linux, arrive lui aussi dans cette version. Et du côté des manettes, vous voyez par là, les manettes de jeu. La manette sans fil Ori, destinée à la Nintendo Switch, bénéficie d'un meilleur support. Petit à petit, les fabricants de périphériques gaming comprennent qu'un joueur Linux, est un joueur comme les autres. Voilà. C'est pas que dédié aux consoles ou dédié à Monsieur Windows. De moins en moins, les amis. De plus en plus, vous avez de gros gamers sur Linux. Et franchement, ce n'est pas plus mal. Côté Wi-Fi, le Wi-Fi 7 et nouveau contrôleur réseau. Oui, le noyau Linux 7.2 continue également d'améliorer la connectivité sans fil. Ça, c'est pas plus mal aussi. Le noyau ajoute notamment des pilotes pour plusieurs composants Realtek et Mediatek. Quand je vous ai dit que cette vidéo allait être longue. Le Mediatek MT 7927, également connu sous le nom de Philogic 380, bénéficie notamment d'un support permettant d'aller vers une connectivité Wi-Fi 7 complète, ainsi que le Bluetooth 5.4. Alors, sur le papier, cela ouvre la porte à des débits dépassant les 2 gigabits seconde. Sur certaines configurations, 6 gigas
compatible. Bien évidemment, votre débit réel dépendra toujours de votre routeur, de votre distance avec celui-ci, des interférences et de la qualité de votre carte réseau. Et oui, il faut respecter donc eh bien, la chaîne de A jusqu'à B, c'est-à-dire de bout en bout. Mais le message est clair. Linux continue de suivre l'évolution très rapide du matériel réseau. Les cartes mères aussi gagnent quelques fonctionnalités. Le noyau Linux 7.2 améliore également le monitoring matériel. Waouh! C'est quoi ça, Seb? Attendez, je vous explique. Certaines cartes mères, Asus et ASRock, ça tombe bien, on a une Asus dans notre PC fixe, bénéficient d'un meilleur suivi de la température et de la vitesse des ventilateurs. L'ASRock Z890 Pro-A fait notamment partie des modèles concernés. Alors, si vous avez ce type de carte mère, ce sera que du bonheur pour vous. Un nouveau pilote est également disponible pour le contrôleur de ventilateur Arctic. Voilà, pour ceux qui aiment surveiller leur matériel au degré près, c'est forcément une bonne nouvelle pour vous. Voilà, ou pour ceux qui overclock leur appareil et que la température, c'est très important à voir, à vérifier, à contrôler. Mais le noyau Linux 7.2 supprime aussi pas mal de vieux trucs. Ben oui, comme nous le disions au début, cette version n'ajoute pas uniquement du code et des améliorations. Elle fait aussi le grand ménage. Alors, on est en été, c'est pas le ménage de printemps, mais ça y ressemble. Et parfois, le ménage est plutôt radical. Plus de 13 000 lignes dédiées à l'émulation des processeurs i486, disparaissent ainsi. Pour vos vieux coucous, il faudra pas passer au 7.2. Le vieux pilote graphique Hercule est également supprimé. Waouh! Hercule, vous vous rendez compte? C'était avant la norme VGA. C'était qu'à l'époque, il y avait du CGA, du LEGA, et il y avait de l'Hercule. Et Hercule, en plus, c'était en noir et blanc. Même sort pour l'AppleTalk, certains pilotes ISA ArcNet, certains pilotes PC MCIA ArcNet, plusieurs morceaux de code devenus totalement obsolètes. Alors, pour l'utilisateur moderne, cela ne changera pratiquement rien, voire rien du tout. Au contraire, supprimer du vieux code inutilisé permet aussi de réduire la maintenance et de rendre le noyau un peu plus facile à faire évoluer. Linux ne peut pas éternellement transporter avec lui tout le musée de l'informatique. Sinon, ça serait, voilà, le planificateur GPU plus équitable, finalement, abandonné. Ah, Seb, c'est quoi ça? Il y a toutefois une petite déception dans cette version. On vous explique. Une fonctionnalité importante concernant l'ordonnancement GPU devait améliorer l'équité de la répartition des tâches. Cette fois-ci, non plus sur le CPU, mais sur le GPU. Mais à la dernière minute, le changement a été retiré. Eh oui, voilà, tout simplement. Alors, vous allez me poser la question, je la sens là au bout de vos lèvres. Seb, mais pourquoi donc? Des régressions de performance ont été constatées sur certaines cartes graphiques de type AMD. C'est ballot parce que énormément d'utilisateurs de Linux utilisent des cartes graphiques AMD qui sont censées être natifs au système. Le noyau est donc revenu à la méthode FIFO, autrement dit, premier arrivé, premier servi. C'est un excellent rappel d'une règle fondamentale du développement du noyau Linux. Même lorsqu'une fonctionnalité semble géniale sur le papier, elle doit être intégrée. Si elle risque de casser les configurations existantes, eh bien, c'est next. Vaut mieux attendre, corriger le problème, que de livrer une fonctionnalité qui va provoquer tout simplement une avalanche de rapports de bugs. Et c'est pas plus mal. C'est tout ce qu'on aime sur Linux. Allez, côté l'IA, les amis. Oui, l'IA, vous savez, l'intelligence artificielle, dans tout ça,
Eh bien, c'est probablement l'un des sujets qui vont faire parler. Oui, parce que tous les utilisateurs de Linux n'aiment pas l'IA. Et pourtant, l'IA maintenant est omniprésente partout, même chez Linux. L'analyse des commits de Linux 7.2 indique qu'environ 5% des commits comportent une mention liée à une assistance par intelligence artificielle, vous voyez par là, par IA. Bien, cela ne veut évidemment pas dire que 5% du noyau Linux a été écrit par ChatGPT pour pas le citer. Ce serait une interprétation beaucoup trop simple, beaucoup trop simpliste. L'IA, vous voyez par l'intelligence artificielle, peut intervenir de nombreuses façons. Aider à la rédaction, génération de code, recherche d'erreurs, analyse, test, documentation ou tout simplement encore assistance dans certaines tâches répétitives. Mais le chiffre montre tout de même quelque chose d'important. Même dans un projet aussi critique que le noyau Linux, les outils d'intelligence artificielle commencent à faire partie du quotidien de certains développeurs. Et vu la complexité du noyau Linux, qui est de plus en plus complexe, il faut dire ce qui est, il est probable que cette tendance continue de progresser. Je vous rappelle que M. Linus Torvalds n'est pas contre l'intelligence artificielle. La vraie question serait surtout de savoir jusqu'où les mainteneurs accepteront l'utilisation de code généré ou assisté par l'IA et quelles garanties seront exigées avant son intégration. Oui, parce que il faut quand même être tolérant, je dirais, faire attention, mais il ne faut pas la rejeter en masse, l'IA. Bon, allez, d'autres petites nouveautés comme ça à retenir. Le noyau Linux 7.2 embarque encore une longue liste de changements plus techniques. On peut notamment citer QuickPacked qui peut fusionner la mémoire en plusieurs pages très volumineuses. Landlock qui gagne des capacités supplémentaires. Pourquoi faire? Restreindre certaines opérations réseau. Vous avez OpenHat 2 qui reçoit une nouvelle option permettant de refuser l'ouverture de fichiers ou de périphériques. NFS et KSMBD peuvent mieux signaler les systèmes de fichiers insensibles à la casse et AFALG devient obsolète. CPY, est retiré du noyau. AMD GPU reçoit une prise en charge initiale de l'HDMI 2.1 FRL. Ça, c'est pas mal. La gestion de certaines vitesses PCIe est corrigée. L'AMD Zen 6 EPYC bénéficie d'un support préparatoire. Intel TLX peut mettre à jour son module d'exécution sans redémarrage. Les travaux autour du Wi-Fi 8 continuent. Les tables d'échange bénéficient de nouvelles améliorations. Skade EXT continue de préparer la prise en charge de sous-ordonnanceurs. Les performances d'écriture peuvent progresser avec RWF, donc cache. Voilà. Et ce n'est qu'une partie de la liste. Voilà, parce que la liste est longue. Allez, côté Ubuntu, est-ce qu'Ubuntu 26.10 sera-t-il Linux 7.2? Est-ce que Fedora aussi? Pour Fedora, c'est clair, parce que Fedora suit l'évolution des noyaux. Pour Ubuntu, c'est probablement la question qui intéresse le plus les utilisateurs d'Ubuntu. Canonical avait indiqué que Linux 7.2 était la version du noyau visée par Ubuntu 26.10, qui, je vous rappelle, sortira au mois d'octobre de cette année 2026. Mais les choses pourraient, finalement évoluer. Côté Fedora, non, parce que Fedora suit régulièrement l'évolution du noyau, mais Ubuntu a modifié sa politique concernant le choix du noyau pendant le développement. L'objectif est désormais de pouvoir intégrer la version amont la plus récente disponible avant le gel du noyau, même lorsqu'elle se trouve encore en phase RC. Alors, c'est quoi la phase RC? C'est la Release Candidate. Et comme
donc le noyau Linux 7.2 est sorti avant la date de gel prévue, eh bien le noyau Linux 7.3 pourrait potentiellement entrer dans la course. Voilà. Autrement dit, eh bien, il faudra attendre la décision finale de l'équipe noyau de chez Monsieur Canonical, qui est la société donc derrière Monsieur Ubuntu Linux. Il ne serait donc pas complètement surprenant que l'on retrouve finalement non pas le noyau Linux 7.2, mais 7.3 dans Ubuntu 26.10, et c'est pas mal, qui, je vous rappelle, sortira au mois d'octobre de cette année. Et Ubuntu 26.04 LTS dans tout ça. Si vous êtes sous Ubuntu 26.04 LTS, pas de panique, les amis. Vous n'avez absolument aucune raison de vous précipiter pour installer manuellement Linux, le noyau Linux 7.2. Les versions LTS privilégient la stabilité et les mises à jour maîtrisées. Si vous avez choisi une LTS, c'est pas pour avoir toutes les dernières nouveautés. Faut se mettre bien ça dans la tête. Une partie des nouveautés matérielles du noyau pourra ensuite arriver via le Hardware Enablement Stack, notamment avec les futures mises à jour HWE. Il est donc parfaitement possible que des utilisateurs d'Ubuntu 26.04 profitent, mais plus tard, d'une partie des améliorations apportées par les noyaux plus récents sans avoir à bricoler leur installation. N'oubliez pas, si vous avez une LTS, c'est que vous voulez quelque chose de stable, mais vous n'avez pas forcément les dernières nouveautés. Faut-il installer le noyau Linux 7.2 tout de suite? Et là, ma réponse est assez simple. Si votre machine fonctionne parfaitement, ne vous sentez surtout pas obligé de courir après le dernier noyau. Sauf que Fedora risque de vous le proposer dans ses mises à jour assez rapidement. C'est particulièrement vrai sous Ubuntu, Linux Mint ou d'autres distributions qui fournissent leur propre noyau. Donc, restez sur celui préconisé par votre distribution. Un noyau distribué officiellement par votre distribution bénéficie généralement de correctifs spécifiques, de patchs spécifiques, de configurations adaptées et d'un support cohérent avec l'ensemble de votre système. Installer un noyau mainline juste parce qu'il apporte un joli numéro 7.2 n'apporte pas forcément quelque chose à votre machine et risque même de déstabiliser votre système. En revanche, si vous avez un matériel ultra récent, mal pris en charge, un problème de performance ou une fonctionnalité qui vous manque, un noyau plus récent, peut effectivement être intéressant. Et en plus, ça rime. Mais faites-le en connaissance, malgré tout, de pause. C'est quand même très important. Alors, les noyaux installés depuis des sources tierces peuvent notamment manquer de certains correctifs ou adaptations, ces fameux correctifs, patch, adaptations qui sont propres à votre distribution. En cas de problème, vous risquez de vous retrouver à devoir mettre les mains dans le cambouis pour éventuellement essayer de revenir au 7.1. Comment récupérer Linux 7.2 pour les plus cascadeurs d'entre vous? Entre guillemets, puisque c'est une version stable maintenant, le code source du noyau, Linux 7.2, est disponible sur le site officiel du projet. Les utilisateurs expérimentés, je précise bien, peuvent donc télécharger les sources, configurer le noyau et le compiler eux-mêmes. Mais soyons honnêtes, pour la grande majorité des utilisateurs, ce n'est absolument pas nécessaire. Compiler son propre noyau peut être intéressant. Intéressant pourquoi? Pour apprendre, tester ou obtenir une configuration extrêmement personnalisée, mais c'est réservé à des utilisateurs avertis. Mais si votre objectif est simplement d'avoir un ordinateur qui fonctionne, ce n'est pas probablement la meilleure façon de passer votre dimanche après-midi. Voilà, parce que n'oubliez pas qu'un noyau tout récent qui n'est pas enclenché par la distribution,
eh bien, c'est exit tous les patchs spécifiques, surtout sur Ubuntu. Il existe également des paquets de noyaux mainline de différentes solutions tierces. Là encore, prudence. Un noyau officiel fourni par Ubuntu reste généralement le choix le plus raisonnable pour une machine de production ou votre PC principal. Voilà les amis. Ouf, ça fait exactement 46 minutes. Donc en fait que je vous parle et c'est chaud. Donc, le noyau Linux 7.2, une évolution plus qu'une révolution. Alors, faut-il parler d'une révolution? Non, c'est une évolution. Le noyau Linux 7.2 ne transforme pas radicalement le fonctionnement du système d'exploitation. Il y a des améliorations et tout et autres, suivant tout simplement votre utilisation. Mais ce serait une erreur de considérer quand même cette version comme une simple mise à jour comme ça de routine. Ce n'est pas le cas. Le noyau améliore beaucoup de petites choses qui, parfois, dans certaines utilisations, mis bout à bout, rendent notre ami Linux plus efficace et mieux adapté aux machines modernes. Le planificateur devient plus intelligent vis-à-vis des caches CPU. Ça, c'est pas plus mal. La gestion de la mémoire progresse. Ça, c'est pas plus mal, surtout au prix où est la mémoire actuelle. Elle a pété au point de vue tarif. Les tubes du shell sont optimisés. Ça aussi, c'est bien. Un XT4 continue de gagner en performance. Vous savez, ce système de fichiers qui est énormément utilisé encore. Pour les autres, BTRFS profite de nouvelles optimisations importantes. BTRFS qui est utilisé dans pas mal de distributions, et l'EXFAT peut accélérer certaines opérations, surtout si vous avez un dual boot entre Monsieur Windows et Monsieur Linux. Et en parlant de Windows, le NTFS gagne en compatibilité. NTFS, c'est le système de fichiers de Monsieur Windows. L'USB 4 ouvre de nouvelles possibilités pour les transferts directs, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, nous on utilise LocalSend. Le support des ordinateurs portables et des périphériques continue de s'élargir. On l'a vu aussi côté gaming. Et Linux avance encore justement du côté matériel Apple Silicon, du Wi-Fi 7 et des nouvelles générations de processeurs AMD et Intel. Tout ça, c'est pas fait pour nous déplaire. Dans le même temps, le noyau Linux fait aussi un grand ménage dans son passé en supprimant des morceaux de code qui n'ont plus vraiment leur place, leur utilité dans l'informatique d'aujourd'hui, voire dans l'informatique moderne. Conclusion. Oui, parce qu'il faut conclure. J'en peux plus. Eh bien, Linux continue d'avancer sans faire trop de bruit. Ce qui est intéressant avec le noyau Linux 7.2, c'est finalement ce mélange entre nouveautés visibles et optimisation totalement invisible, qu'on appelle ça sous le capot. Vous allez peut-être installer cette version et ne rien remarquer du tout. C'est peut-être même fort probable. Votre bureau cas de plasma ou GNOME sera toujours là, tranquille. Et oui, et il fera le job. Firefox ou Google Chrome ouvrira toujours vos onglets. Steam lancera toujours vos jeux pour les plus gamers d'entre vous. Et votre terminal affichera toujours les mêmes commandes que vous lui rentrez ou elle figerez dedans. Mais sous le capot, énormément de choses auront changé et seront améliorées, optimisées. Le noyau essaie de mieux exploiter les processeurs modernes, de réduire certaines latences, d'améliorer les systèmes de fichiers, de prendre en charge davantage de matériel et de supprimer progressivement ces morceaux de code qui appartiennent à une autre époque, au passé, tout simplement. Et c'est probablement ça le plus impressionnant dans toute cette histoire des nouveautés du noyau Linux. Le noyau Linux 7.2 n'a pas besoin de faire énormément de bruit pour être important. Voilà, tout simplement, et en plus, ça rime. Il avance, morceau par morceau, optimisation après optimisation,
pilote après pilote. Et avec plus de 2100 contributeurs, une utilisation croissante des outils d'intelligence artificielle dans le développement et une prise en charge toujours plus large du matériel moderne. Une chose est certaine, le noyau Linux n'est clairement pas en train de prendre sa retraite. Voilà. Et ce qui est assez sympa, c'est que il y a beaucoup qui disent, oui, mais quand Linux Torvalds sera plus là et tout, est-ce que le noyau Linux continuera? Avec 2100 contributeurs, les gars, il n'y aura pas de problème. Voilà. Notre noyau Linux, au contraire, il continue de préparer le terrain pour les machines de demain. Et en plus, ça rime. Et ça sera la dernière rime de cette vidéo, parce que j'en peux plus. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis, ciao.